Il faut suivre avec. Ça va retourner encore. Alors bonjour, bonjour. Je voudrais d'abord m'excuser parce que nous avons eu de légers problèmes techniques, donc qui ont fait que nous avons pris du retard. Toutes nos excuses. Donc le direct va démarrer dans un instant. Toutes mes excuses pour ce problème technique. Donc je vous laisse vous connecter d'abord. Nous avons voulu échanger sur le coronavirus, quelle opportunité ça peut représenter du moins pour les jeunes Africains, pour nos entreprises. Donc essayez de vous connecter. Je disais donc toutes mes excuses. Je voudrais souligner que nous avons eu un problème technique. Nous avons voulu faire un duo avec une influenceuse qui était à Paris. Malheureusement, le duo a eu quelques soucis du moins pour se faire. Donc on a dû avoir quelques retards. Donc toutes mes excuses. Je vous laisse vous connecter pour qu'on puisse parler du coronavirus. Aujourd'hui, tout le monde a peur. C'est important donc d'avoir peur, mais en même temps, c'est important de ne pas s'asseoir sur sa peur. Mais il faut avoir le courage de rebondir, de nous réinventer, d'innover ensemble. Ce serait dans ce sens-là que nous allons intervenir aujourd'hui. Donc, ce direct va concerner à la fois les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, mais aussi les jeunes entrepreneurs, les étudiants, ceux qui ont envie aujourd'hui de se projeter. Donc, c'est dans ce sens-là que nous aurons à parler du coronavirus. Nous allons parler beaucoup plus en tant que prospectiviste, c'est très important, de se projeter. Je voudrais saluer mon directeur de thèse de doctorat qui nous suit, qui a promis du moins de nous suivre depuis la France. J'en profite donc pour avoir une pensée pour tous ceux qui sont confinés aujourd'hui. Enfin, j'ai vu le professeur Kingu aussi, qui était membre de mon jury de thèse, se connecter. Bonjour professeur. Je parlais donc de mon directeur de thèse qui a été d'abord directeur adjoint de la prospective en France et qui m'a beaucoup sensibilisé sur la prospective. C'est très important. Dans nos pays, on ne se projette pas et ça ne nous permet pas d'anticiper. Donc c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, nous allons échanger ensemble. Nous allons parler de l'Afrique, nous allons parler de nos peurs, mais nous allons aussi nous projeter. L'entrepreneuriat est quelque chose d'indispensable et c'est important que nous puissions, avec nos entreprises, soutenir le développement donc, de nos États. Donc c'est dans ce sens-là que nous allons échanger donc, sur ce thème-là d'aujourd'hui. Tous les samedis à 10h, je serai en direct avec vous. Normalement, on avait prévu faire un duo avec des journalistes, avec des influenceurs. On aura aussi, pourquoi pas, des chanteurs donc, qui vont essayer donc d'animer un peu aussi avec nous parce que nous voulons avoir une cible large. Nous voulons pouvoir sensibiliser, réveiller beaucoup de jeunes. Nous voulons aussi parler aux femmes parce que les femmes doivent développer de leur capacité pour être capable d'accompagner le développement de nos pays. J'ai vu Wafa donc, qui s'est connectée, elle a été présidente donc, du CJD, du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise au niveau international. C'est une Tunisienne et elle s'est beaucoup battue, elle est députée aussi au niveau de la Tunisie. Je voulais la saluer, je l'ai vue tout à l'heure donc se connecter. Donc je vois beaucoup de personnes, le thème est un thème très important et donc nous allons échanger dessus. Et c'est fondamental. Voilà, donc je laisse les personnes donc se connecter. Je vois beaucoup de personnes. Ça va venir et nous allons pouvoir démarrer l'émission. Je suis actuellement du moins à Abidjan, où on n'est pas encore confiné. Où on peut circuler. Abidjan a été juste séparé de la zone, du reste donc de la Côte d'Ivoire. Mais on peut encore circuler. On n'est pas encore. Les universités sont fermées, les maquis, les bars sont fermés. Il y a de coups-feu, mais on continue de circuler. C'est pourquoi je suis au bureau. Nous aurons chaque samedi donc à intervenir et le samedi prochain, je vous promets que je vous amènerai dans notre camp d'innovation à Bassam. Donc c'est un espace particulier parce que c'est là où on peut innover, on peut créer des produits. Je vais vous montrer aussi la plus grande usine d'Afrique, où on fabrique des ordinateurs, des tablettes, etc. Donc,
connectez-vous, on va échanger sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat qui est très important. Moi, je parle souvent d'entrepreneuriat aux jeunes, mais en même temps aux personnes moins jeunes parce que tout le monde peut entreprendre. Dieu nous a tous donné des capacités pour pouvoir être, voilà, résoudre des problèmes dans notre communauté. Et donc, tout le monde peut entreprendre. Et donc, on va beaucoup parler de ça. À 19 ans, j'ai créé Serco. Ça fait 22 ans maintenant que ça dure. Et je vois beaucoup de jeunes se plaindre, beaucoup de personnes aussi, chefs d'entreprise, se plaignent. Je dis non, dans une crise, il y a des opportunités. Dans une crise, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est vrai. Mais il y a surtout des opportunités. Donc, nous aurons à échanger un peu donc, sur ces différents éléments au cours de ce direct. J'ai une pensée particulière pour l'influenceuse qui devait échanger avec moi tout à l'heure, mais ça n'a pas pu marcher, donc elle nous regarde en ce moment donc, depuis la France. Je pense qu'il y aura une autre période où nous allons pouvoir échanger calmement sur le thème. Voilà, donc la crise c'est quoi? C'est quoi une crise d'abord? Chacun n'a qu'à travailler sur ça. C'est quoi une crise? Quand on dit la crise du coronavirus, c'est quoi une crise? C'est quoi une crise, chers amis? Est-ce qu'on peut s'écrire? On peut être en train de décrire d'abord le temps que... C'est quoi pour vous une crise? Voilà, parce que tout le monde parle de crise. C'est quoi une crise? Alors, vous pouvez écrire, hein? Vous pouvez écrire pour répondre, en fait. C'est quoi une crise pour vous? C'est quoi une crise pour vous? C'est quoi une crise pour vous? Alors, répondez, c'est quoi une crise pour vous? Le nombre de personnes, j'attends un peu que les gens se connectent, donc pour qu'on puisse parler, échanger. Pourquoi j'ai voulu commencer d'abord? Parce que quand on veut parler d'entrepreneuriat, c'est important en fait de parler d'entrepreneuriat dans un contexte donné, okay? Dans un environnement donné. Et nous sommes dans une période de crise. Pourquoi on peut entreprendre aussi dans une période de crise? C'est quoi une crise? Parce que si on ne comprend pas la crise, ses implications, les enjeux du moins de la crise, on ne peut pas entreprendre convenablement, on ne peut pas développer son entreprise de façon correcte. Donc une crise c'est quoi? Alors j'ai vu que beaucoup de gens, voilà, dites-moi c'est quoi une crise? Voilà, donc une crise c'est un événement qui survient comme ça et qui entraîne des blocages, qui entraîne des souffrances, qui entraîne des zones d'incertitude, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans le cas d'espèce, en fait, la crise est visible. Nous la voyons tous. Okay? Nous voyons déjà les maquis fermés, nous voyons du moins les écoles fermées, nous sommes confinés, nous voyons qu'il y a beaucoup de morts donc, dans beaucoup de pays. Et cela a dépassé aujourd'hui près de 60 000 morts. Donc dans la plupart des pays, les pays sont affectés. On parle de près de plus d'1 million de personnes qui sont infectées. Et nous avons tous peur. Et nous nous disons, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une crise, elle est visible aujourd'hui. Mais vous voyez donc que quand on parle de la crise, il y a l'effet immédiat, il y a ce que nous voyons. Mais il y a ce qui est après la crise, qui est invisible. Donc aujourd'hui, nous aurons à parler, c'est vrai, de la crise, de quelles dispositions nous pouvons prendre en fait dans nos différentes entreprises, pour nous-mêmes, mais en même temps, qu'est-ce que nous allons faire pour nous projeter, parce que la crise n'est pas partie pour 2 semaines. Beaucoup de gens en fait parlent de 2 semaines, de 3 semaines, d'1 mois. En tant que prospectiviste, chercheur, je vous dis que c'est une crise qui va durer de 6 à 18 mois d'abord pour la première phase, okay? La phase en fait où on ne s'attaque pas véritablement à régler les causes de la crise, mais on va juste limiter les dégâts, limiter les conséquences de la crise. Nous en informatique, on parle de la gestion des incidents. Donc, on va voir les effets simplement. On va limiter les morts. On va tout faire pour reprendre l'activité économique. Cette phase-là va durer entre 3 et 6 mois. Et donc, c'est important que vous commenciez à vous dire, non, le confinement ne va pas être levé automatiquement. Parce qu'aucun État ne voudra, en réalité, laisser les personnes mourir. Et donc, c'est important, en fait, que, en tant que chef d'entreprise, vous commencez à vous dire déjà que la crise n'est pas partie pour 2 semaines. La crise n'est pas partie pour 1 mois. La crise est partie minimum pour 3 mois, ok? Et
cette première phase-là va durer jusqu'à 18 mois, le temps de trouver un vaccin, le temps de trouver un remède. Et donc, les frontières sont fermées actuellement, vous le savez bien. C'est vrai que d'ici quelques mois, il y aura peut-être une réouverture. Mais c'est aussi important que vous puissiez vous dire, vous ne pouvez pas rester confiné dans vos maisons, vous ne pouvez pas rester en laissant du moins vos entreprises fermées sans rien faire. Et donc, c'est important en fait que vous puissiez vous organiser pour ça. Et donc, la crise aura au moins 3 étapes. J'ai parlé de la crise elle-même, donc où on va s'attaquer à juste gérer les effets de la crise, donc entre 3, 6, 18 mois, le temps de trouver un vaccin. Ok. Et cette crise-là qui est aujourd'hui sanitaire, vous savez tous que c'est parti donc d'une crise sanitaire, mais ça va impliquer, évidemment, les gens sont confinés chez eux, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas manger, donc ça va impliquer des problèmes sociaux, des problèmes humanitaires, et pourquoi pas, ça va impliquer des problèmes politiques dans la plupart de nos pays, surtout les pays africains où les jeunes sont majoritairement au chômage, où les jeunes en fait ont peu d'espoir. En fait, il est important qu'on puisse se dire qu'il y aura des problèmes aussi sécuritaires qui vont se poser dans la plupart de nos pays. Et donc, c'est important qu'en tant que chef d'entreprise, vous puissiez vous dire, il y aura une première phase, il y aura une deuxième phase en fait qui va, impliquer toute cette partie-là en fait de la gestion, de l'après-crise, qui va être pas sanitaire, mais politique, humanitaire, sociale, économique, puisque la crise aussi a des effets économiques sur... aujourd'hui, les États ne rendent plus d'impôts, les États, la douane ne fonctionne plus correctement. Donc tout ça, en fait, peut avoir des implications sur l'activité économique. On le voit également déjà. Et après, il y a la troisième étape de la crise, c'est que c'est les comportements irréversibles, c'est les étapes irréversibles que la crise a créées. Aujourd'hui, nous sommes tous confinés. Il y a une logique aujourd'hui donc de la distanciation sociale, c'est-à-dire que on doit garder une certaine distance. On ne peut pas regrouper du monde parce qu'on craint en fait de multiplier qu'on appelle la maladie. Et ça a obligé les entreprises à mettre leurs collaborateurs de moins en télétravail. Aujourd'hui, l'une des choses les plus importantes, l'une des révolutions que le monde aujourd'hui a connues, c'est justement ce phénomène en fait de télétravail qui va rester dans la plupart de nos pays. Et donc, c'est une opportunité importante en fait pour les jeunes Africains. Pourquoi c'est une opportunité importante pour les jeunes Africains? Parce que désormais, on peut être en Afrique et travailler aux États-Unis. Désormais, sans prendre les bateaux de moins pour aller quelque part, on peut être ici et travailler en France. Parce que c'est inscrit désormais dans la tête de tout le monde que même après la crise, on peut être chez soi et travailler dans son entreprise. Les gens le faisaient déjà, mais ce n'était pas un allant de soi, ce n'était pas quelque chose qui était partagé par tout le monde. Et donc, ces comportements-là, ces actes-là vont rester même après la crise. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ont commencé à étudier à distance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes consultent à distance. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font livrer du moins des choses à distance. Et donc, ces choses-là vont rester. Et donc, comment on peut innover avec tout ça? Je crois que c'est ça que nous aurons, c'est de ça que nous aurons aussi à parler. Donc, c'est fondamental. Mettons-nous tous dans la tête. La crise va durer. Et vous devez accepter la crise. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas arriver. Si vous restez confiné de moins dans vos chambres, en train d'attendre la mort, tout le monde ne va pas mourir de la crise. La crise va tuer des gens, c'est vrai. Ok? La crise va passer parce que ce n'est pas encore la fin du monde. Mais le problème qui va se poser, c'est qu'est-ce qui se fait quand je suis confiné chez moi? Est-ce que mon entreprise continue de tourner? Si ça ne continue pas de tourner, est-ce que je continue d'avoir des charges? Et est-ce que je suis organisé pour qu'après la crise, je sois capable de rebondir? Parce que si vous ne vous posez pas ces questions fondamentales, vous ne pouvez pas traverser la crise. Vous allez, mourir avant que la crise elle-même, que cette petite tempête qui a commencé en fait ne puisse véritablement finir. Et donc, acceptons d'abord la crise. Il faut savoir que c'est des événements qui arrivent. C'est vrai qu'il y a très longtemps que c'est passé, depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, les Nations Unies disent que c'est un phénomène majeur qui a arrêté aujourd'hui les aéroports, qui arrête tout. Personne n'a encore vu ça. Mais nos parents ont vu la peste, ils ont vu du moins le choléra, ils ont vu des événements importants. Et ils sont restés. Il y a certains qui sont restés et qui ont pu engendrer d'autres. Donc il est important aujourd'hui que les chefs d'entreprise que vous êtes, vous puissiez vous dire comment je fais pour survivre après cette crise-là. Donc j'accepte la crise, première chose. Deuxième chose,
comment je compose avec cette crise-là. Donc, c'est fondamental donc, de pouvoir faire ce travail-là. Hein, comment je fais avec la crise? Comment je fais pour avancer avec la crise? C'est fondamental. Est-ce que vous avez des idées? Comment vous faites? Parce que j'aimerais quand même que ça soit assez interactif, hein, que vous puissiez aussi vous faire donc ce feedback-là en fait par rapport à qu'est-ce que je peux faire, hein, pour composer avec la crise. L'accepter, première chose, de toute la façon, si vous ne l'acceptez pas, elle va vous tuer la crise. Il faut l'accepter. Il faut composer avec pour qu'elle soit, hein, qu'elle nous permette en fait d'avancer. Et gérer aussi les zones d'incertitude, du moins par rapport à l'évolution de la crise. Parce que la crise comporte plusieurs incertitudes. Donc, j'ai déjà parlé en fait de ces trois phases-là. Okay? La phase, comment on appelle, la première phase qui va durer entre 3, 6 ou 18 mois maximum. La deuxième, qui est une phase immédiate. Vous avez vu les chefs d'État intervenir, okay, pour prendre des décisions pour limiter les effets de la crise. Il y aura une deuxième phase où la crise sanitaire va donner et va impliquer d'autres crises, notamment la crise humanitaire, la crise économique, la crise sociale, la crise politique, et une dernière phase en fait de la crise qui sera cette fois-ci une crise, hein, irréversible, c'est-à-dire les mesures de la distanciation sociale, hein, c'est tout ce qui est comme acte qui ne peut pas disparaître même après la crise. Quelqu'un a dit que plus rien ne sera comme avant. Voilà, donc c'est fondamental donc, de pouvoir échanger, que vous puissiez vous inscrire cela dans la tête donc, de chacun. Inscrivez-vous cela dans la tête de chacun. Que la crise va rester, que la crise va nous permettre, si nous acceptons du moins ce changement-là, d'avancer ensemble et de pouvoir rebondir au moment où, hein, elle va se calmer. Parce que si on ne trouve pas un vaccin, si on ne trouve pas un remède, et tous ceux qui sont les grands chercheurs, tout le monde dit qu'il faut espérer avoir un vaccin au bout de minimum 6 mois, 6 à 18 mois. Donc nous sommes dans une logique aujourd'hui où les États ne peuvent pas rouvrir les frontières, où les États, ils peuvent, hein, mais avec des dispositions. Vous avez vu un peu la Chine aujourd'hui. La Chine, la crise est née vers novembre-décembre. Okay? Ils ont gardé les frontières fermées pendant une certaine période. Au bout de 3 mois, ils ont dit on ouvre les frontières. Et au bout de 2 semaines après avoir ouvert, ils se sont rendus compte que non, hein, la crise va créer de nouveaux problèmes parce qu'ils ont commencé à importer, okay, des problèmes, en tout cas des personnes malades, des personnes affectées chez eux. Et ils ont décidé encore de refermer. Et donc vous voyez donc qu'aujourd'hui, il y a une régulation qu'il va pouvoir gérer. Et c'est important que nos différents États, nos différentes entreprises acceptent donc de composer avec cette crise-là. Alors, quelle sera après donc la deuxième équipe? Comment je fais pour composer avec une crise? Donc, à partir du moment où je l'ai accepté, à partir du moment où je l'ai, j'ai appris, en tout cas, j'ai pris en compte donc que j'ai un problème. Maintenant, comment je fais pour le régler? Comment j'ai vu Serge qui a posé une question déjà. Et Serge qui dit que la plupart des grandes entreprises optent pour le télétravail, mais plan mettre en œuvre, voilà, pour assurer la continuité des activités d'une petite activité. Voilà, ça c'est une très très bonne question, Serge. Ok, et je vais essayer de répondre en même temps. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si je suis une petite entreprise, comment est-ce que je fais pour composer avec la crise? Imaginez par exemple que vous avez un restaurant. Ok, quand vous avez un restaurant, le restaurant fonctionnaire, peut-être que vous êtes locataire, vous avez des loyers, vous avez des serveurs, vous avez des cuisiniers, vous avez un ensemble en fait donc de collaborateurs, vous avez des clients qui arrivent. Pourquoi l'État a décidé de fermer? Parce que l'État ne veut pas que les gens viennent dans le restaurant pour que les gens soient contaminés et qu'il y ait plusieurs personnes. Et donc, c'est important que je puisse dire, je ferme d'abord dans un premier temps. Mais le problème, est-ce que l'activité que j'ai de mon restaurant, est-ce que l'activité peut continuer? Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit il faut se lever, c'est que beaucoup de personnes ont fermé et les gens sont allés s'asseoir dans leur maison. Et dit on va attendre que la crise finisse. La crise ne va pas finir. Parce que si tu dis ça, ok, tu vas fermer, c'est vrai, mais tu continues de payer les loyers. Tes collaborateurs sont à la maison alors qu'ils veulent travailler.
ok, quand tes clients qui ne viennent plus dans ton restaurant sont à la maison, mais ils veulent aussi manger, vous comprenez? Et donc, normalement, le besoin continue d'exister, mais c'est toi qui n'étais pas adapté, c'est toi qui n'étais pas organisé pour pouvoir continuer à offrir donc le service que tu faisais. Et donc, en tant que petit restaurant, je me dis, si ça continue, je ferme. Ok? Et donc, si ça continue, je ferme. Si je garde la crise dure longtemps, les loyers vont s'accumuler, mon propriétaire va me jeter dehors. Donc, de toutes les façons, je vais mourir. Et donc, je dois pouvoir m'engager, je dois pouvoir m'organiser. En faisant quoi? Première chose, quelle est mon activité? Je vends, ok, à des clients. Est-ce que l'activité là peut continuer, ok, à exister? C'est possible, les gens ont toujours le besoin. Puisque vous savez que toute entreprise répond à un besoin. Le besoin, c'est quoi? Les gens mangent et moi, je leur sers à manger. Et donc, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je dois pouvoir m'adapter. M'adapter en faisant quoi? Peut-être que mon cuisinier, ok, je lui change des horaires, je peux même lui changer de résidence, il peut, quand il doit être quelque part, ou bien, même au niveau du restaurant lui-même, c'est fermé, c'est pas ouvert au public, mais nous préparons. Et maintenant, nous nous organisons à livrer les clients. Nous nous organisons en travaillant sur notre packaging, en faisant des alliances avec des services donc de vente à distance pour pouvoir livrer le produit. C'est vrai, il faut déposer ça devant la porte, les gens viendront chercher. Donc, il y aura... Mais tout le monde doit manger. De toute façon, la crise ne peut pas arrêter qu'on continue de manger. Tout le monde ne va pas préparer. Il y a des célibataires, il y a un certain nombre de personnes, il y a des gens qui sont occupés, qui ont envie de pouvoir être dans leur service. Et donc, identifier ses clients, voir son activité et voir comment ils s'organisent pour continuer à offrir ce service-là. Les serveurs, par exemple, que j'ai, parce qu'eux, ils n'ont plus, ils sont en ce moment-là out. Soit ils s'adaptent, ça veut dire que eux, leur rôle, par exemple, je peux les former pour commencer à prospecter à distance, par le téléphone, par Facebook, par d'autres actions. Ok? Mon cuisinier, comme je l'ai dit, continue de préparer, mais je peux aussi être dans une logique où, ok, je propose des mets ponctuels que les gens puissent avoir. Ça peut être aussi que je loue le cuisinier, ok, dans les endroits où c'est encore possible en fait de faire déplacer les personnes. Ok, il peut ponctuellement aller quand on veut pouvoir composer avec. Je vais vous donner l'exemple par exemple de Serco. Ok, c'est important en fait que vous puissiez vous dire quand la crise est arrivée, d'abord nous avons des écoles dans plusieurs pays. Ok, les États ont décidé. Je ne peux plus les... C'est là-bas, c'est vers la fin. Prenons l'exemple par exemple de Serco. Voilà, donc je vous parlais de Serco. Si on prend l'exemple de Serco, par exemple, en fait, quand la crise est venue, nous avons des écoles dans plusieurs pays. Et la question était, vous savez, aujourd'hui, presque 100% des écoles en Afrique sont fermées parce que l'État a dit de fermer. Mais nous faisons partie des 1% donc d'établissements où on continue de faire les cours à distance aux étudiants, avec un parcours personnalisé de moins pour chaque apprenant. Vous voyez donc que, première chose, vous voyez votre activité, est-ce qu'elle peut continuer à se dérouler? Est-ce qu'elle peut se faire à distance? Évidemment, il faut avoir anticipé. Il faut aussi s'équiper de manière à continuer à offrir ce service-là de moins aux jardins. Maintenant, pour les collaborateurs, les cadres, il y en a qui avaient des activités qui peuvent se faire en télétravail, il y en avait qui avaient des activités qui pouvaient se faire en contact avec les gens. On leur a demandé de réorganiser l'activité de manière à l'offrir à distance et avec des plateformes. Vous savez, aujourd'hui, on doit avoir des logiciels de gestion intégrés pour être capable d'offrir le service en fait aux différentes personnes que vous avez en face de vous. Nous avons aussi travaillé sur les produits que nous offrons. Vous savez que nous fabriquons des ordinateurs, mais si pendant la crise les gens n'achètent pas les ordinateurs, il faut peut-être leur proposer des masques, il faut peut-être leur proposer des respirateurs, il faut peut-être leur proposer d'avoir des équipements, par exemple des caméras thermiques. Donc nous réfléchissons de manière à nous adapter parce que la crise, si vous ne vous adaptez pas, elle va vous tuer. Et donc c'est important, comme Lou le dit, de pouvoir avoir donc des outils qu'il faut pour que nous puissions continuer à fonctionner. Voilà, donc j'ai pensé qu'avant de commencer à parler d'entrepreneuriat, avant de commencer à parler, comment on appelle, de différentes choses, c'est important qu'on puisse d'abord s'approprier la crise et composer avec la crise-là. Donc chaque entreprise, chaque individu doit pouvoir faire cette analyse-là d'abord. La crise va être durable, ok? Elle va avoir plusieurs phases. Moi, en tant qu'entrepreneur,
est-ce que j'accepte, ok, composer, est-ce que mes activités sont compatibles? Si mes activités ne sont pas compatibles avec l'activité, ne peut pas se faire à distance, je dois plutôt compléter de nouvelles activités, je dois plutôt avoir de nouvelles alliances pour être en capacité de continuer à vivre. Ça, c'est fondamental. Et la crise va être une opportunité aussi pour l'Afrique. C'est important que vous puissiez vous dire ça. La crise va être une véritable opportunité. Je voudrais saluer le recteur de l'Université Senghor qui nous regarde, M. Verdel. Merci beaucoup pour cet honneur-là que vous me faites en me suivant en direct. Donc la crise, aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir intégrer qu'elle est présente, qu'elle va être durable et que nous devons composer avec la crise. Et composer avec la crise donc suppose que nous nous organisons, à avancer ensemble, à nous adapter, à regarder nos activités. J'ai dit que la crise va être une opportunité pour l'Afrique. Pourquoi elle va être une opportunité pour l'Afrique? D'abord parce que l'Afrique connaît la crise, mieux préparée que les... Quand je dis mieux préparée, c'est que ce n'est pas que les gens ont tous les équipements. Mais on sait que ça a commencé avec la Chine. Il y a d'autres pays, du moins, qui ont été attaqués avant que nous ne soyons attaqués. Première chose. Deuxième chose, nous avons une population majoritairement jeune. Les personnes âgées que la crise, du moins, qui sont souvent victimes, font moins de 5% de moins de la population africaine. Donc c'est important que nous puissions déjà intégrer donc, ces différentes choses. Vous avez vu dans certains pays, les gens ont dit, il ne faut pas fermer jusqu'à confiner la population parce qu'il ne faut pas qu'on parle d'une crise sanitaire pour arriver à une crise politique, c'est-à-dire en passant par une crise sociale et humanitaire. Donc il y a beaucoup de pays en fait qui sont dans cette logique-là de s'organiser. La crise va entraîner beaucoup de morts. Ça c'est fondamental, il faut aussi l'intégrer. Mais la crise a aussi des opportunités que nous, en tant que jeunes, que vous, en tant que jeunes, vous devez pouvoir prendre en compte cela en vous organisant pour pouvoir, pouvoir rentrer dans le train et saisir les opportunités donc, de cette crise-là. Et donc, c'est une opportunité parce que, nous avons une population majoritairement jeune, même si les personnes, nous sommes tous des porteurs, nous pouvons être des porteurs sains, mais c'est aussi important en fait que nous puissions nous dire, nous n'allons pas rester confinés et nous devons travailler à composer avec cette crise-là. La crise, comme je l'ai dit, va avoir plusieurs étapes. Nous devons respecter les dispositions que les États ont mises en place, mais en même temps, nous devons penser à la réinvention de nouveaux produits. La consommation locale aujourd'hui, vous savez que les frontières sont fermées. Ça veut dire qu'il y a une baisse des importations, il y a un blocage même d'ailleurs. Ça va encourager la consommation locale. Ça, c'est un fait. J'ai aussi observé que beaucoup de personnes aujourd'hui sont parties des villes pour aller dans les villages, pour aller dans les régions qui ne sont pas forcément citadines. C'est une opportunité pour l'Afrique parce que ça permet d'amener des compétences, de bonnes compétences qui sont aujourd'hui isolées, des étudiants qui étaient restés dans la capitale. On les amène dans les villages et s'ils restent et s'ils pensent après, avec les nouveaux outils, les outils de télétravail, ils pourront offrir leurs services directement depuis les villages et ça va permettre donc de développer les villages. L'autre chose, et comme je le dis, qui est l'opportunité fondamentale, c'est tout ce qu'il y a comme aujourd'hui de nouveaux métiers que la crise a créé et le fait aussi que le monde du travail s'est internationalisé. C'est-à-dire que le télétravail était déjà un fait, mais le fait qu'aujourd'hui les entreprises l'acceptent, que les collaborateurs l'acceptent et que tout le monde pense que c'est quelque chose qui est admis, c'est un allant de soi, est une opportunité pour les jeunes Africains. Parce que ça permet comme ça à un jeune bien formé qui est en Afrique, de rester en Afrique et d'offrir en tant que freelance, en tant que structure, même en tant que collaborateur, de travailler directement aux États-Unis, de travailler en France, de travailler au Canada, où nous avons aujourd'hui des besoins énormes également. Donc, ça encourage la consommation locale, ça permet en fait que nos compétences soient mises en valeur. Maintenant, il faut que les États puissent s'organiser. Maintenant, il faut que les personnes aussi puissent s'organiser à toucher les tendances technologiques. Vous savez, ce n'est pas les collaborateurs, ce n'est pas les entrepreneurs qui gèrent en réalité l'entreprise. L'entreprise, en fait, est influencée par l'économie, la réglementation, est influencée de moins par les contraintes, les problèmes que nous avons qui apparaissent, mais surtout par les tendances technologiques qui influencent le futur. Et aujourd'hui, ces tendances technologiques-là sont connues. Nous avons aujourd'hui
l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ça nous permet aujourd'hui, avec le télétravail, avec le fait que les gens travaillent à distance, laissent beaucoup de données, et tout ça là, on peut aller chercher les clients directement par des outils beaucoup plus appropriés. Nous avons la réalité augmentée aujourd'hui. Les gens ont des besoins, même quand ils sont dans leur maison aujourd'hui, les gens ont des besoins de socialisation. La distanciation sociale crée un problème que la réalité augmentée peut régler. Il est important aujourd'hui que les jeunes puissent se dire c'est une opportunité qu'on peut saisir. Et dans tous les secteurs, tous les métiers seront influencés par la réalité augmentée. L'intelligence artificielle, les big data, les objets connectés, le cloud computing, c'est des technologies, la mobilité aujourd'hui que vous devez intégrer, et les jeunes doivent aller chercher ces métiers-là, ok, pour être capables d'offrir leurs services au niveau international. Donc voilà un peu donc, quelques éléments. J'ai beaucoup parlé, c'est aussi important de pouvoir se projeter. C'est aussi important de pouvoir sensibiliser. Et j'ai dit, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans accepter la crise. Donc aujourd'hui, la première séance, c'est pour dire, la crise, elle est là. Composez avec la crise, sinon la crise va vous détruire. Et donc, acceptons la crise, travaillons avec elle, de manière à nous rebondir, de manière à survivre. Même à distance, les entreprises fonctionnent. Vous devez tout faire. Vous savez quand même aujourd'hui, que beaucoup d'entreprises sont fermées et les gens attendent que la crise finisse. Non. Vous devez rapidement repenser, à quelle activité je dois faire, comment je vais faire pour m'organiser, parce que sinon, vous allez faire faillite d'ici quelques jours. Donc voilà, maintenant je vais accepter donc, les questions donc, des différentes personnes. J'ai vu Lou encore poser une questions. J'ai eu beaucoup de questions, les conseils, donc effectivement j'en ai donné aux différentes personnes. Donc maintenant on va prendre quelques questions. Vous pouvez poser les questions. Voilà, donc Lou, que je salue, voilà, donc nous devons composer avec la crise, oui, on doit retenir ça. Accepter la crise. Vous êtes à la maison en tant qu'étudiant, vous ne restez pas tranquille, vous devez continuer. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est triste que dans la plupart de nos pays, on a annoncé qu'il y ait des fermetures d'écoles sans que ça soit accompagné de télétravail, de téléenseignement. Et donc, alors que c'est des technologies qui sont à nos portées. Donc comment est-ce que nous devons travailler pour offrir aux Africains, aux jeunes Africains, des formations? C'est qu'on s'est engagé. Nous, on a décidé, à partir de la semaine prochaine, nous allons ouvrir nos plateformes à tous les jeunes Africains qui ont envie d'étudier. Nous avons fait des alliances importantes avec des structures comme Coursera, comme LinkedIn, comme d'autres, pour que les jeunes qui sont à la maison aujourd'hui soient capables d'étudier gratuitement. Il y aura une phase où les gens vont étudier gratuitement pendant un mois, mais s'ils ont envie de faire un diplôme, s'ils ont envie d'avoir des certifications, ils pourront payer des sommes forfaitaires de 10 000 francs maximum. Parce que nous avons une responsabilité. Parce que nous devons accompagner les jeunes pour que même quand ils seront à la maison, qu'ils continuent donc d'apprendre. Et donc, vous avez donc vu que nos entreprises, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nos familles, mais nous avons une responsabilité aussi sociétale. Nous devons accompagner les autres. Donc, c'est dans cet esprit-là que je voulais parler. Nous avons Thierry Verdel, le recteur de l'Université Senghor d'Alexandrie, qui dit que les nouvelles technologies semblent concerner surtout les ingénieurs. Comment les étudiants en sciences humaines et sciences sociales peuvent s'y intéresser, s'approprier ces technologies? Voilà, donc vous voyez, donc, nous avons une belle question qui nous vient donc du recteur de l'Université d'Alexandrie, qui est l'université. M. Verdel m'a fait l'honneur de m'inviter même à Alexandrie pour que j'échange avec les étudiants pour leur parler d'entrepreneuriat. C'est fondamental, vous savez. D'abord, la technologie, les sciences, les tendances technologiques dont j'ai parlé concernent tous les métiers. Et tous les chercheurs aujourd'hui annoncent que 85% des métiers d'aujourd'hui vont être influencés par cette tendance technologique dont j'ai parlé. L'intelligence artificielle, les big data, la réalité augmentée, etc. Et donc, on peut prendre tous les domaines. Quand je prends par exemple le marketing, quand je prends la communication, quand je prends les ressources humaines, aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut gérer une entreprise de ressources humaines, on a besoin, on gère les collaborateurs, on a besoin de contact avec eux, mais aujourd'hui, vous avez des outils. Je prends un seul exemple. Avant, pour pouvoir recruter quelqu'un dans une entreprise, si je suis un responsable des ressources humaines, mon métier, c'est de sélectionner donc les candidats. Si je prends cet exemple-là, avant, je vais lancer un appel à candidature, je vais recueillir des candidatures, beaucoup de CV, je vais prendre 1000, quand ils ont peut-être un mois pour traiter peut-être 2000 candidatures.
Alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, non seulement vous avez des plateformes très simples hein, que tout le monde peut faire, où on peut lancer les candidatures, hein, vous lancez les candidatures, vous recueillez les CV, et de façon automatique, les systèmes aujourd'hui permettent en fait de sélectionner le candidat que vous voulez. Vous tapez, je veux quelqu'un, en fait, tu peux lui dire sur 1000 CV, je veux celui qui a par exemple, quand ils ont 3 ans d'expérience et qui maîtrise la sociologie ou bien qui maîtrise telle ou telle chose, je dis les critères et ça me sort automatiquement les candidats les plus aptes par rapport au profil que j'ai indiqué. Je peux même leur faire de l'entretien à distance. Je peux mettre en place donc, des systèmes de chatbot rien que quand on est dans les ressources humaines. Donc vous avez donc vu que un travail qui peut prendre 1 mois, on peut le faire en quelques jours. Moi, j'ai fait une expérience la dernière fois avec un de nos jeunes. Et ça aussi, c'est l'autre chose, c'est qu'on sous-estime les jeunes africains. Nous avons, par exemple, quand nous avons décidé de migrer nos plateformes donc, au niveau international, nous avons décidé d'avoir à traduire les cours. Donc, on a recruté des interprètes. Et on a vu que les interprètes disent il fallait une centaine d'interprètes. Au moins 6 mois de travail pour traduire tous les cours, parce que l'essentiel des cours, hein, les meilleurs cours en fait sont en anglais. Et donc nous avons décidé donc d'utiliser les interprètes. Et puis il y a un jeune de première année seulement, hein, qui est venu et qui a dit mais que lui est capable de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir traduire de façon automatisée du moins l'ensemble des cours. Je peux vous dire qu'en 10 jours, il a réussi à créer une application qui permet de traduire de façon automatique ce qu'une centaine en fait, d'interprètes auraient pu faire en presque 6 mois. Donc c'est de vous dire que tous les secteurs seront influencés par la réalité augmentée. La distanciation sociale aujourd'hui fait que nous sommes limités. Donc je peux me déplacer dans n'importe quel environnement, je peux jouer avec quelqu'un à distance. Aujourd'hui, moi j'étais invité il y a 3 mois seulement au lancement de la 5G en Chine et je peux vous dire que de là où je suis là maintenant, je peux amener mes enfants à l'école, ils sont au Bénin et je peux les amener à l'école tout je prends de moins le volant, un peu comme dans mon bureau, je prends le volant et je les conduis à leur travail ou bien à leur école. Donc vous avez vu donc que les technologies touchent vraiment et vont bouleverser nos vies. C'est vrai que peut-être 15%, il y aura des formations, il y aura du moins des spécialités qui vont résister, mais vont subir quand même une mutation à cause donc du fait que nous avons la société qui change, qui évolue. Il suffit de regarder l'apparition du téléphone dans nos vies. Ça a changé, ça a bouleversé l'ensemble des activités. Moi, et pour finir donc sur ce point, pour dire que ce n'est pas même les techniciens, les spécialistes, les ingénieurs seuls. J'ai rencontré, quand j'allais, quand ils étaient à ce voyage-là, en Chine j'ai vu une bonne dame en fait qui vendait au marché. Qui vendait au marché, dans tout cas, c'est le plus grand marché donc, du Bénin. Et elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Mais elle a remarqué quand même que j'étais un Béninois et donc elle s'est rapprochée de moi et puis je l'ai orientée jusqu'à ce qu'elle arrive à destination. Puisque bizarrement, on s'est retrouvés pratiquement sur le même chemin. Et quelques jours plus tard, j'ai vu cette dame-là dans le marché, dans un des marchés, qui était à côté de l'hôtel. Et j'étais curieux, puisque je l'ai salué, et puis j'ai vu qu'elle faisait des photos. C'est-à-dire qu'elle prenait son téléphone et elle faisait des photos de bijoux. Elle dit, mais maman, bon, qu'est-ce que vous avez à faire avec votre smartphone et autres et tout? Elle dit non. Avant, quand je venais vendre, je venais acheter du moins en Chine, j'achetais tout mon produit et je les ramenais du moins à Cotonou. Mais il se trouvait que les gens n'arrivaient pas à payer tous les produits parce qu'ils n'ont pas choisi ces produits-là. Maintenant, quand je veux venir, ou bien quand je viens et quand je trouve de nouveaux produits, je prends les photos, je leur envoie par WhatsApp, je leur envoie sur les réseaux sociaux et ils commandent avant que je n'achète ces produits-là. Vous voyez donc comment un téléphone un outil comme le téléphone a bouleversé totalement l'activité économique en fait de cette dame-là. Et aujourd'hui, nous sommes en train actuellement de faire des téléphones, made in Côte d'Ivoire, où tu n'es plus obligé en fait donc de dire je réserve un billet d'avion, je fais ci, tu dis prends ton téléphone et tu peux lui parler directement, et même dans ta langue locale, de manière à ce que
qu'ils fassent des actions, qu'ils aient introduit des bases de données. Donc l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les secteurs, les chatbots aujourd'hui seront utilisés, il y aura des choses automatisées. Donc c'est vraiment important de savoir que non, on ne compose pas avec la crise, mais on ne doit pas ignorer du moins cette technologie-là. Alors, dans le contexte de cette crise actuelle, comment gagner de nouveaux clients en se basant sur les nouvelles technologies qu'il faut respecter, hein, les mesures de barrière. Oui, les barrières vont être levées quand les gens vont maîtriser la maladie. Sinon, les barrières, la distanciation sociale va rester. Et vous voyez, même aujourd'hui, les gens ont commencé à porter des masques et à continuer à porter des masques parce qu'il y a une méfiance des uns des autres. Même en entreprise, il faut continuer à se protéger. Donc, c'est important de dire comment je continue mon activité, comment je gagne de nouveaux clients. Et pour gagner de nouveaux clients, aujourd'hui, on sait que on doit passer par les réseaux sociaux. Tout simplement parce que les clients sont toujours là, mais on ne peut pas aller physiquement vers eux. Donc, aujourd'hui, il y a des outils qui existent et les gens doivent se former. Les gens ne savent pas qu'en une semaine maximum, ils peuvent se former sur le marketing digital. Les gens ne savent pas que c'est des outils indispensables aujourd'hui et que ça permet d'élargir fondamentalement les frontières de nos entreprises. L'entreprise aujourd'hui maintenant est devenue aujourd'hui une entreprise étendue. Voilà, nous avons Assali donc du CAMES, de la communication donc du CAMES qui propose une question. Les technologies vont bouleverser nos vies, mais nous avons l'impression que nos États peinent à comprendre cette réalité. Comment s'y prendre au moment où l'Africain, pour ne pas généraliser, manque de fierté. Oui, l'Africain, il faut redonner aux Africains leur fierté. C'est ça que je dis. C'est-à-dire que les Africains doivent savoir qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter que nos États décident donc de la fermeture donc de nos écoles, de nos maquis, sans proposer des alternatives. Mais il faut discuter et dialoguer avec les différents acteurs. Il faut les accompagner. Et donc, comment est-ce que nous devons nous organiser? C'est une mobilisation d'abord de la jeunesse. Moi, je dis qu'il faut que les jeunes se forment. Il faut que les jeunes influencent, il faut que les jeunes accompagnent. Et quand les étudiants vont comprendre que plutôt que de demander à manger des tickets de resto, ils demandent Internet. Plutôt que de demander des bus, ils demandent des ordinateurs. Parce que c'est le problème. Vous savez que vous avez beaucoup de pays aujourd'hui qui ont décidé de faire des télérenseignements par la télévision. Mais c'est presque une honte. Parce que on sait que depuis 60 ans, les systèmes en fait de téléphonie, de télévision numérique, de télévision du moins de formation à distance par la télévision existaient. Mais la télévision, même quand je suis devant la télé, on ne sait pas si je suis devant la télévision. Personne ne sait si je suis devant la télévision ou pas. Donc l'enfant qui est inerte comme ça devant la télévision, comment est-ce qu'il arrive à suivre? Et tout le monde sait qu'on ne transmet plus le savoir. Quand je te dis quelque chose, au bout de 24 heures, tu ne retiens que 10% de ce qu'on t'a appris. Donc comment on va faire pour que l'enfant soit actif? Parce que l'apprentissage ne marche que lorsqu'on est actif. Et donc, nous avons, quand on a appris ça, on a proposé aux autorités pour dire, mais changeons les choses, évoluons. C'est vrai que la télévision est dans toutes les maisons, dans presque toutes les maisons, qu'il y a une couverture nationale. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on sait que 49% des Africains, la GSMA du moins, ont des smartphones. 49%. En tout cas en Côte d'Ivoire, par exemple, 49% en fait, des jeunes en fait, et des populations ont un smartphone. À partir de là, si l'Internet est accessible, et là, il faut aussi aller voir les réseaux sociaux, les opérateurs. Nous avons voulu faire le pas en disant à Orange, à d'autres structures, de dire non, faites des efforts pour que la connexion soit accessible. Et ils ont diminué leur prix de près de 50%. De manière à ce que les étudiants puissent avoir accès un peu moins cher aux ressources. Et vous avez donc vu que ça permet comme ça, et on a vu au Sénégal, ils ont donné du moins la possibilité aux gens de pouvoir avoir accès à la connectivité. Et ça permet aux gens de continuer à apprendre. Parce que avec les smartphones, avec les applications, on peut créer cette interactivité. Même quand l'activité a lieu devant la télé, le jeune peut lever la main, il peut aller de façon, quand il a choisi son cours, il peut étudier, il peut être évalué, il peut être accompagné, il peut être coaché, même pas ses parents qui sont là. Et donc, c'est important en fait d'élargir les palettes des propositions qu'on peut faire. Et donc, les jeunes doivent être avant-gardistes, doivent se former. Et nous, on a fait l'expérience. Quand on leur a donné, depuis une semaine, on a basculé nos plateformes avec ces réseaux internationaux dont nous avons parlé. Je peux vous dire qu'en une semaine,
on a eu près de 100 certifications des grandes universités au niveau international. Ça veut dire que les jeunes ont les capacités. Et les États doivent s'organiser pour que nous ayons nos propres ressources, pour que nous puissions nous organiser à donner les ressources indispensables à nos jeunes pour non plus compétir seulement et trouver du travail dans nos pays seulement, mais de trouver du travail au niveau international. Le monde a besoin de l'Afrique. L'Afrique a une population majoritairement jeune, pendant que les autres vont avoir une population vieillissante, avec une population même qui décroît. L'Afrique va passer de 1 milliard et quelques milliards d'habitants de moins à plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, à presque 2 milliards en 2050. En 2100, nous allons représenter 40% de la population mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne sur 2 dans le monde sera africaine. Et donc c'est important qu'on puisse savoir que l'Afrique est l'avenir du monde. L'Afrique est la mère de l'humanité, l'Afrique est l'avenir du monde. Et donc c'est important que les jeunes s'organisent pour aller vraiment, ne plus aller se pleurnicher, mourir dans les eaux méditerranéennes, mais avoir des compétences que les gens viendront rechercher chez nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les dispositions qui permettent en fait aux jeunes de travailler depuis l'Afrique et de gagner 100 fois de moins le SMIC dans les pays. Les gens ne prennent pas ça au sérieux, alors que les centres de formation, les universités doivent s'adapter. Les gens continuent aujourd'hui de proposer des formations d'il y a 15 ans qui sont obsolètes. On fait des bêtises dans nos pays aujourd'hui où c'est des programmes en fait qui datent de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans. Parce que le professeur ne veut pas changer. Parce que le professeur ne veut pas comprendre que... Voilà, donc il y a Thierry qui a réagi justement. L'enjeu principal étant la connectivité. Comment faire en sorte de la développer en Afrique? Bon, qui le décide? Les États, qui le fait? Non, il faut une négociation avec les opérateurs. La connectivité, il faut une négociation. Deux choses. Une première chose, en fait, où les États disent, nous allons offrir la connectivité aux étudiants. Et on l'a fait. Nous, on a développé actuellement sur la Côte d'Ivoire une application où les gens peuvent étudier gratuitement sans avoir à payer, alors que c'est la connexion. Ils ne téléchargent aucune data. Deuxième chose, quand je prends l'exemple par exemple de Serco. Quand nous avons vu qu'il y avait la crise et que nos étudiants doivent étudier de chez eux, nous avons écrit en fait, nous avons demandé aux opérateurs de faire des réductions. Et si on leur montre que c'est une vraie cause, les opérateurs se mobilisent. Nous avons eu une première promotion de 2500 francs CFA pour 1 giga. Nous avons dit non. Et nous avons mis les étudiants à contribution, les jeunes à contribution. Et rapidement, ils sont revenus du moins sur les décisions. Aujourd'hui, nous avons là 1 giga du moins à 540 francs du moins en Côte d'Ivoire, qui a été offert du moins au niveau de nos étudiants. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand j'ai demandé du moins les coûts au niveau donc, du Burkina, ils m'ont donné un premier coût de 1800 francs CFA de moins par giga. Moi, j'ai simplement envoyé aux étudiants, j'ai dit, bon, pendant que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ont 540 francs, vous avez 1600 francs de moins en Côte d'Ivoire, et au Burkina. Bon, moi, je ne peux rien pour vous, c'est à vous de vous battre. Mais les étudiants ont réussi, par leur réseau, en fait, à me faire parler directement. J'ai parlé avec les responsables de Orange. Automatiquement, c'est eux qui m'ont appelé. Et qui m'ont proposé aujourd'hui un coût qui est similaire au coût du moins de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez donc que les jeunes doivent se mobiliser, les jeunes doivent s'organiser, parce qu'aujourd'hui, on travaille à distance, on étudie à distance, on entretient même une relation à distance. La distanciation sociale est une mesure qui va rester, et donc c'est important que nous puissions nous organiser ensemble. Maintenant, il faut des mesures pour les téléphones, pour les ordinateurs, pour la connectivité. C'est vraiment tous ces ensembles-là que nous devons prendre en compte. Et je suis convaincu que les jeunes pourront s'en sortir. Mais les États doivent être ambitieux. Les États doivent, les techniciens, on doit cesser de former les jeunes sur les anciennes technologies, mais les former vraiment sur des sujets d'avenir. Voilà donc ce que j'ai voulu partager avec vous. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. Ce serait intéressant donc, que nous prenions le rendez-vous chaque samedi. Le samedi prochain, nous serons dans le camp d'innovation du Moins Sabassam. Vous allez voir un peu comment est-ce qu'on innove, comment est-ce que voilà, l'environnement qu'on va vous montrer. Nous allons aussi avoir beaucoup plus de questions. Je vais lire les questions qui m'ont été posées actuellement. Et nous allons prendre des exemples concrets. L'objectif, c'est que chaque jeune Africain soit capable d'entreprendre. Moi, à 19 ans, j'ai créé mon entreprise. Je n'avais pas d'argent, ni des parents, des gens qui ont de moins ou moins d'argent, etc. Donc, c'est important aujourd'hui que chaque jeune puisse se dire, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mental. Et c'est la même chose qui s'est passée quand la crise a eu lieu. Chacun est allé s'asseoir de moins dans sa chambre. Comme nos parents le faisaient il y a 200 ans. Pour dire, on attend que la crise finisse. Mais la crise ne va pas finir. Si tu restes dans ta chambre, ok,
Tu peux rester dans ta chambre, mais penser à comment est-ce que tu dois te réorganiser. Penser à ce que... Et ça commence par travailler avec ses collaborateurs, réfléchir ensemble avec ses collaborateurs, quels sont les nouveaux outils, quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour vous organiser, pour rebondir, parce que la crise ne va pas tuer tout le monde. Tu seras encore là, c'est ce que je souhaite pour toi. Tu seras encore là après la crise, mais que tu sois bien là. C'est qu'il faut que tu continues de payer tes loyers, que tu continues d'avancer, que tu continues de plaindre, mais en même temps que tu composes avec les réalités. Les choses arrivent dans nos vies, mais c'est à nous de les accepter et de rebondir avec. Voilà, ça a été un grand plaisir pour moi. Je voudrais m'excuser vraiment, encore une fois, pour le retard que nous avons pris. Remercier tous ceux qui sont intervenus. Je ne savais pas qu'il y aura de si bonnes ressources. Nous avons quand même eu la chance d'avoir le recteur de l'université Saint-Cloud d'Alexandrie. Vraiment, merci beaucoup Thierry d'être là. Nous avons eu Alain Kidou, mon professeur qui vient de Bordeaux, qui était aussi en ligne. C'est le président donc, de la chaire UNESCO. C'est le titulaire, j'allais dire, de la chaire UNESCO de l'université de Bordeaux. Je voulais le remercier. Nous avons eu quand même le CAMES aussi, le conseiller en communication donc, du CAMES à Sali. Nous avons eu beaucoup d'autres personnes qui ont réagi. Je voulais vous remercier et vous dire l'Afrique doit rester debout. L'Afrique doit rester, même après la crise, parce que nous sommes la mère de l'humanité. Merci beaucoup chez vous. À très bientôt, donc à samedi prochain. Merci beaucoup.